Ça tourne. Il était prêt à tout pour que son rêve devienne réalité. Ok, on y retourne. Blaine était super content de faire ce film. Action. Il croit en lui, il croit en nous, on s'y met. C'était super. Je crois que je sens un truc couler le long de ma jambe. Et c'est là que tout s'effondre. Il nous ment comme un arracheur de dents. Je ne m'y attendais pas du tout. Ça m'a détruite. Le film est une pièce à conviction dans une enquête pour meurtre. Attention! Comment sont-ils reliés? Faire un film d'horreur ne fait pas de vous un meurtrier. On a tous aveuglément suivi cet homme, droit en enfer. Je m'appelle Sean Gaston. J'étais acteur. J'aime le cinéma depuis toujours. Et mon plus grand rêve était de voir mon nom figurer au générique. Pour digérer toute cette histoire, je me suis retrouvé à produire un documentaire qui retrace toute cette affaire. J'avais vraiment hâte de participer à un tel projet. Sean, quelle scène as-tu préféré tourner? Tu sais quoi? J'ai adoré crier le prénom de Heather quand elle est tombée. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé impliqué. Ma femme avait repéré dans les petites annonces de notre journal local une minuscule pub qui disait « Tournage de films d'horreur, recherche acteurs et équipe technique ». J'ai dû hésiter 5 secondes maximum. J'ai tout de suite pris mon téléphone, j'ai composé le numéro et je suis tombé sur Blaine Norris. Blaine Norris, c'était l'archétype du petit intello. Passionné d'informatique, adepte de donjons et dragons, grand fan de films d'horreur. Il était marié depuis peu et avec sa femme, il venait d'avoir un bébé. Il voulait maintenant s'essayer à la réalisation et production de films. Je pense que la plus grande inspiration de Blaine, c'était le projet Blair Witch. Un tout petit budget, mais des retombées commerciales pharaoniques. Quand le film est sorti en 1999, les avis étaient mitigés. Le film était vendu comme authentique. L'équipe marketing envoyait carrément des lettres de condoléances aux familles. Ils ont réussi à créer une immersion complète des spectateurs. Le film est devenu un exemple pour de nombreux réalisateurs débutants. Ça montrait qu'il était possible de faire un film avec presque rien. Tout ce qu'il faut, c'est une idée originale et un plan marketing qui va avec. Blaine a écrit le scénario de Through Hike, A Ghost Story. Le film raconte l'histoire de 5 randonneurs qui se retrouvent à la fin de l'année après leurs examens. Ils décident de faire la randonnée du sentier des Appalaches, de l'État de Géorgie jusqu'à la Pennsylvanie. Blaine voulait que son film devienne célèbre. Il était persuadé que ce projet lui ouvrirait les portes d'Hollywood et qu'il deviendrait riche et célèbre. Faire un film, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est encore plus difficile pour un cinéaste débutant qui ne dispose d'aucun financement. Quand je suis arrivé au casting, il y avait une fille qui récitait son texte. Sam? T'es où? En écoutant à droite et à gauche, j'ai appris que c'était Robin Griggs, une actrice célèbre de séries télé. Ensuite, on m'a appelé. Prêt? Allez, vas-y. J'auditionnais pour le rôle d'Alan. J'ai joué l'étudiant cliché. Bordel!
Désolé Alan, je m'excuse. Je me suis plutôt bien débrouillé. Mais il ne fallait pas se leurrer. J'allais jamais décrocher un rôle pour ce film. Je suis resté 15 ou 20 minutes après mon audition pour voir celle des autres. J'avais fait principalement du théâtre, mais j'avais envie de me mettre au cinéma. Blaine a appelé mon nom et il m'a demandé de faire mon meilleur rire machiavélique. Qu'est-ce qu'on fait? On m'a demandé de faire semblant de me noyer, ce qui est un peu débile pour une audition. Blaine avait publié la distribution des rôles sur son site internet. Je me suis dit, j'y crois pas. Je suis dans un film d'horreur. Qu'est-ce qu'on risque? Blaine a commencé par organiser une rencontre entre les acteurs et l'équipe de tournage. Il me présente Brian Trimble et me dit qu'il sera le chef opérateur, celui responsable de la caméra. J'apprends que Brian est un collègue de travail de Blaine et qu'il est lui aussi fan de Donjons et Dragons, de cinéma. Comme il est aussi photographe amateur, il possède du matériel vidéo. Ils sont tous les deux très passionnés par ce projet de film d'horreur et Blaine voulait qu'il l'aide à le tourner et à le produire. J'ai un peu parlé avec lui, mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas rester très longtemps et qu'il allait devoir rentrer, parce que sa femme ne voulait pas du tout qu'il soit ici. J'ai trouvé ça un peu étrange. Blaine a fait un grand discours, nous remerciant tous de participer à ce projet. Et il nous annonce qu'il a trouvé un investisseur, ce qui est une super nouvelle. On a les caméras, le matériel de montage, les acteurs. On peut enfin se lancer et aller tourner ce film. Et c'est là que tout s'effondre. On allait démarrer les répétitions et Blaine nous réunit tous pour nous annoncer que Robin Griggs a fait une mauvaise chute et elle s'est cassé le poignet. Il nous a dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de quitter le projet. Blaine nous annonce aussi que nos portraits, photographiés par Brian, venaient d'être postés sur le site internet. Honnêtement, ça ne faisait pas du tout pro. L'investisseur tombe dessus. Il dit à Blaine que ce type ne sait même pas prendre des photos. Et c'est censé être le caméraman. L'investisseur s'est retiré du projet. On a perdu notre financement. Très bien. Lors de la répétition suivante, Blaine nous réunit à nouveau et nous annonce que Brian ne sera finalement pas le chef opérateur du film. Il nous a également dit que Brian ne pourrait plus nous prêter son matériel vidéo. Ça nous a mis un coup. C'était terminé. Je n'aurais jamais imaginé que ça entraînerait la mort de quelqu'un. Mais Blaine nous rassure, il va utiliser ses cartes de crédit jusqu'au maximum du plafond et acheter lui-même tout le matériel du film. Il a dû dépenser au moins 25 000 $ avec sa carte de crédit. On était tous inquiets. Quelques semaines avant le début du tournage, on m'a appelé pour me dire que Robin s'était cassé le bras et on m'a demandé si je pouvais la remplacer.
Blaine était super content de faire ce film et on était aussi très heureux de faire partie de ce projet. Quoi qu'il arrive, ça allait être une semaine intéressante. Le planning prévoyait 5 jours de tournage pour filmer tous les plans sur le sentier des Appalaches, au milieu de nulle part, avec une équipe de 6 acteurs et 6 techniciens. Diana. Sur place, l'ambiance était festive. Non, fais pas ça. Il y en a qui buvaient des coups, on s'amusait, on était tous très enthousiastes en pensant à ce qu'on allait vivre durant ces 5 jours. Coucou, toi! C'est le moment qu'on attendait tous. Le premier jour de tournage. Blaine fait tout. Il est réalisateur et caméraman. Bravo Marc. Action. Je pense que Blaine aime bien jouer au petit chef et être aux manettes. On va vous filmer traverser la rivière. Si vous pouvez venir par là. Et il chipote beaucoup. Allez-y. Ok. Est-ce qu'on peut la refaire? Ok, en position et on la refait. Revenez par là. On va la refaire. Allez, on s'y remet. Action. Ça ne se passait pas bien. Il nous est arrivé de refaire une prise 18 fois. Revenez, revenez. Et c'était juste nous en train de traverser une rivière. On n'avance pas. D'accord? Il est midi. On n'a filmé que la moitié de la scène. On ne savait vraiment pas comment on allait s'en sortir. On dort à même le sol dans des tentes. Blaine ne ferme pas l'œil parce qu'il passe ses nuits à regarder les roches de ce qu'on avait filmé. Il voyait un truc qui le dérangeait et on devait refaire une prise. Je l'ai regardé et il y a un truc qui va pas. C'était quoi? Ce n'était pas de tout repos. On ne se douchait jamais, on allait rarement aux toilettes. Et il y avait aussi la rando. On marchait des kilomètres et des kilomètres tous les jours, en sueur. C'était dur. Heureusement, vous êtes avec le type le plus tordu, le plus cruel et le plus dérangé. Dans le scénario, le fantôme possède la copine de mon personnage. Elle attrape une pioche et elle se déchaîne sur moi. Elle me frappe encore et encore. Sur une des prises qu'on a faites, elle me frappe pour de vrai. Je me suis effondré. J'ai eu bien mal. Terry, mon personnage, meurt en se noyant. Action. Ça va, t'as rien? C'était dur à filmer parce que mes cheveux recouvraient mon visage. Et dès que je reprenais mon souffle, j'avalais de l'eau. Donc, on a dû faire pas mal de prises. Il t'en faut encore beaucoup? Plus beaucoup. 85. Il m'en faut encore une. C'était à se demander si Blaine savait ce qu'il faisait. Mets-toi bien du même côté. Et refais la même chose, c'est bien. Blaine faisait plein de sous-entendus sexuels qui m'étaient très souvent destinés. Des cheveux comme ça, c'est très sexy. C'était super. Je crois que je sens un truc couler le long de ma jambe. Ça va? Oui, Petit bouche à bouche. à l'époque, on le prenait comme une blague. Sa femme était là. Je n'arrivais pas à croire que Blaine avait une femme et un enfant. Wendy et Mason, nos héros. Le moral est au plus bas. Il a déjà bien assez de mal à finir ce film. Il ferait mieux de ne pas se mettre les acteurs à dos. Avant que tu sois mouillé, vous faites pas d'efforts. En gros, j'aurais bien aimé que tu te relèves un peu comme ça, tu t'étires. Et tu sais quoi? Tu peux même faire ça avec tes coudes. Tu sais quoi? Je suis là, j'essaye de capturer un moment sympa où le réalisateur dirige son actrice et il fallait qu'il gâche tout. Ouais, j'ai tout gâché, c'est ma spécialité. Je sais qu'il y avait des rumeurs qui sont arrivées jusqu'aux oreilles de la femme de Blaine, comme quoi il couchait avec moi ou avec Erin. Elle m'a même appelé directement un jour. Et elle m'est tombée dessus, m'accusant d'avoir une liaison avec lui. Et je l'ai laissé parler.
Quand elle a fini par se taire, je lui ai dit que je n'avais rien fait, que je ne ferais jamais ça. Elle s'est même excusée. On n'en a plus reparlé. Je pourrais presque en rire si je ne trouvais pas ça répugnant. Je ne sais pas si... Je ne vois même pas ce qui l'a poussée à croire une chose pareille. C'était super. On finit les 5 jours de tournage en sachant qu'on allait devoir revenir pour refaire des prises. Quelques mois plus tard, on retourne dans les bois pour refaire certaines prises. Et avant même que la caméra ne tourne, Blaine annonce à tout le monde que sa femme était partie avec leur enfant. Elle l'a quitté et elle a demandé le divorce. On s'est organisé pour continuer de travailler sur le film et monter les images qu'on avait. Et c'était reparti. Je vais à l'appartement de Blaine. Il est extatique. Il me dit « Devine sur quelle scène on travaille aujourd'hui. Celle où tu meurs. » C'est parti, on s'y met. On va dans le petit coin de son salon qui lui sert de studio de montage. La première chose que je remarque en entrant dans son appartement, c'est ce mur entier où il a accroché des armes médiévales. Il y avait un bâton avec une chaîne et une boule pointue au bout, et c'était de vraies armes. Il se tourne vers moi et il me dit « Tu sais qu'on travaille d'arrache-pied, peut-être pour rien. » De quoi tu parles? Et il me demande si je me souviens de Brian. Le chef-op, celui qui n'a pas pu travailler sur le film. Je lui dis que je me souviens de lui. Et il me dit que Brian a retrouvé sa femme Randy, assassinée, dans leur garage. On reçoit un mail de Blaine Norris. Mauvaise nouvelle. Blaine m'avait appelé. Vous vous souvenez de Brian? Il devait être le chef opérateur du film. Il vient de vivre quelque chose d'horrible. La femme de Brian a été retrouvée morte. Et ce serait un meurtre. J'étais choqué. Comment va Brian? Blaine m'a dit qu'il tenait le coup. Mais évidemment, c'est très dur. Le 10 janvier 2003, aux environs de 20h30, la police de East Pennsboro, dans le comté de Cumberland, en Pennsylvanie, reçoit un appel d'urgence. Oh non, je viens de rentrer. Ma femme est par terre, elle perd beaucoup de sang. Quel est votre nom? Brian Trimble. Elle est consciente? Je crois pas. Est-ce qu'elle respire? Non, aidez-moi, pitié. La personne à l'autre bout du fil est Brian Trimble. C'était le mari de Randy Trimble. Il a retrouvé sa femme, Randy Trimble, morte à leur domicile. Elle avait été étranglée et poignardée à mort. Selon le rapport de police, le meurtre semblerait être un cambriolage qui a dégénéré. La maison est sans dessus-dessous. Mais la police a des suspicions quant à la scène de crime. La salle de bain est dans le même état que le reste de la maison, ce qui n'a pas de sens. La scène de crime a peut-être été maquillée. Quand ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas eu d'effraction, tous les voyants sont passés au rouge. La police scientifique passe la scène de crime au peigne fin, mais aucune trace ADN n'est retrouvée. Pas de cheveux, de fibres ADN, d'empreintes digitales, rien. Les enquêteurs m'ont dévoilé que le médecin légiste a pu déterminer les causes de sa mort. Elle a été poignardée avec un couteau 27 fois et elle a également été étranglée.
Les enquêteurs nous ont aussi dit une chose. Le meurtrier s'est acharné sur elle. Selon eux, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent avec les féminicides, ou tout du moins quand il y a une forme de ressentiment. C'est le b.a.-ba. Le premier suspect, c'est le mari. Brian avait une épouse très aimante. Randy était orthophoniste et elle exerçait dans les gros hôpitaux de la Pennsylvanie. J'ai également appris que Brian est atteint d'un stade précoce de SEP, de sclérose en plaques. Randy s'occupait de Brian et de tous ses soins médicaux. Elle avait l'air très sociable. Elle ne voulait que le meilleur pour Brian. Elle veillait sur lui, elle assurait leur avenir. Ils essayaient d'avoir un bébé et de fonder une famille. Environ 2 semaines après le meurtre, Brian est le seul et unique suspect. Ils n'ont personne d'autre. Lors de l'interrogatoire de Brian, les enquêteurs découvrent que Randy avait $100 000 en assurance vie, ainsi que $24 000 sur leur compte joint. C'est peut-être le mobile. Le mobile financier n'est pas rare dans les affaires de meurtre. La police informe Brian qu'ils vont devoir filmer la reproduction de la scène de crime et il lui demande son aide. La porte était fermée. D'accord. J'ai rentré ma clé. Très bien. J'ai essayé d'ouvrir, mais la porte était déverrouillée. Les enquêteurs essaient de le piéger. Ils analysent son langage corporel, comment il réagit. Est-ce qu'il change de version? La fenêtre était comme ça? Oui. Et plus important encore, est-ce que ça colle? Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Après avoir appelé les urgences, j'ai enjambé la mare de sang. Je lui ai donné un petit coup pour voir si elle bougeait. Il dit au policier qu'il s'est agenouillé, qu'il a touché le corps, qu'il a bougé le corps. Ce qu'il ne leur avait jamais dit. Ce n'est pas un élément qu'on oublie de mentionner quand on doit raconter la découverte du corps sans vie de sa femme. Vous lui avez donné un coup? D'accord. Et la lumière était allumée? Qu'est-ce que je dirais si c'était mon client? Je dirais « et alors ?» C'est le moment le plus traumatisant de sa vie. Il a retrouvé son épouse bien-aimée, morte dans une mare de sang, chez eux. Ok, merci. Asseyez-vous. Je ne trouve pas ça bizarre. Au fur et à mesure, certains détails peuvent lui revenir. Je l'ai vu allongé, à plat ventre. Quand vous vous êtes mis comme ça, la lumière était éteinte? Oui. Mais assez vite, la police a pu déterminer que Brian ne pouvait pas être présent à son domicile au moment du meurtre. Brian était à 45 minutes de route dans un centre commercial en train de dîner avec des amis. Il a même fourni à la police l'addition du restaurant où il a mangé ce soir-là. Et son alibi a pu être corroboré. Brian prend un appartement. Les enquêteurs nous ont révélé qu'ils se sont présentés chez lui à plusieurs reprises sans prévenir. Certains enquêteurs remarquent qu'il vit comme n'importe quel célibataire. Il sort, il flambe son argent. Il a une petite amie. Sa femme vient de mourir et lui, il a des rencarts. Quand la mère de Randy apprend la mort de sa fille, elle est complètement anéantie. Nancy dit aux enquêteurs que Randy était sa meilleure amie. Quand la police l'interroge, ils lui demandent de leur parler de Randy. Ils veulent savoir quel genre de personne elle était, est-ce qu'il y avait des inquiétudes, des faiblesses, et surtout, ils veulent en savoir plus sur sa relation avec Brian. En 1997, Randy rencontre Brian, son futur mari, alors qu'ils postulaient tous les deux pour un poste dans une crèche. Ils ont tous les deux été embauchés et leur relation de travail se transforme vite en relation amoureuse. 3 ans plus tard, ils se fiancent
C'est à cette époque que Brian tombe malade. On lui diagnostique une sclérose en plaques. L'amour de Randy pour Brian n'a jamais faibli malgré sa maladie. En dépit de cette terrible nouvelle, ils se marient le 9 septembre 2000. D'après Nancy, ils étaient très heureux ensemble. Brian aimait Randy et Randy aimait Brian. Ils étaient parfaits selon elle. Il n'y avait absolument aucune tension ou problème entre eux. Les enquêteurs se rendent sur le lieu de travail de Brian. Ils interrogent tout le monde. D'après ses collègues, Brian leur disait que ça n'allait pas bien à la maison et que son mariage battait de l'aile, qu'il était malheureux avec Randy, qu'elle s'immisçait dans sa carrière. La police interroge une collègue de Brian et, selon elle, Brian avait l'intention de demander le divorce à Noël. Mais quelques semaines plus tard, Brian a brusquement changé d'avis. Il lui dit qu'avec sa femme, ils vont arranger les choses, que tout va bien. C'est l'amour fou. Mais maintenant, Randy est morte. Cette collègue dit tout de suite aux enquêteurs que Brian est trop faible pour faire le travail lui-même et qu'il a dû engager quelqu'un. Elle informe également les enquêteurs que Brian est très proche de quelqu'un au travail, un autre de leurs collègues, Blaine Norris. Les enquêteurs découvrent que Blaine travaillait sur un film d'horreur et que Brian l'aidait. Je reçois un mail de Blaine. Le montage préliminaire a été fortement ralenti depuis que je suis... Comment dire? Depuis que je suis suspectée de meurtre. Vous devez probablement attendre un... Eh non, je rigole, mais c'est bien vrai. Aux yeux de la police, je suis soudainement passée d'un ami de Brian à ce cinglé qui a réalisé un film d'horreur et donc qui est probablement aussi un meurtrier. Je pense que ça va se calmer bientôt. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me faire arrêter ou quoi. Donc, ce n'est pas grave. Je vous laisse. Blaine. C'est une blague? Blaine a tué quelqu'un? Blaine nous a envoyé un mail avec comme objet « Mauvaise nouvelle pour Through Hike ». Dedans, il nous informe que les images ne sont plus en sa possession. La production de Through Hike est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Mon ordinateur, les rushs, le scénario, tout a été saisi comme pièce à conviction dans une enquête pour meurtre. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas vous en parler. C'est horrible. J'espère que ça va vite se calmer. D'après Blaine, les enquêteurs en charge de l'affaire l'ont d'abord interrogé parce qu'il était ami avec Brian. Il nous a dit qu'en gros, ils ont trouvé étrange ou suspect que la femme de Brian soit tuée et que Blaine réalise un film d'horreur. C'est épouvantable. Et en même temps, ça n'a pas de sens. Quel est le rapport entre le film et ce meurtre? Comment sont-ils reliés? Faire un film d'horreur ne fait pas de vous un meurtrier. Je me suis dit qu'ils enquêtaient sur lui à cause de son film. C'est logique, c'est un ami de Brian. Pas étonnant qu'il s'intéresse à lui. Je connaissais Blaine bien avant le film. Il a fait du scoutisme avec mon frère. C'était un petit intello. Impossible que quelqu'un comme lui commette une telle chose. Sérieusement, il a rien dans le ventre. Il n'aurait jamais fait ça. Je n'y croyais pas une seconde. Vous avez la mauvaise personne, continuez de chercher, vous vous trompez. Blaine avait l'impression que la police essayait de tout lui mettre sur le dos. Blaine m'a dit, « Je te jure, je n'y suis pour rien. On va se battre et récupérer ce film. On va le terminer, tu verras. » Mais si la police arrive à obtenir un mandat pour perquisitionner son appartement, c'est qu'ils ont suffisamment d'éléments à charge. Un juge l'a autorisé. Donc ça va plus loin, ce n'est pas juste parce que Blaine a réalisé un film d'horreur. Quand j'ai rejoint l'équipe, on m'a dit que Brian Trimble, le meilleur ami de Blaine, s'était déjà retiré du projet parce que sa femme ne voulait pas qu'il en fasse partie.
Elle s'inquiétait pour lui à cause de sa sclérose en plaques. Et elle ne voulait pas qu'il soit dans les bois pendant 5 jours, sans aucun soin médical. Brian est allé voir Blaine en lui disant qu'il est désolé, mais sa femme ne veut pas qu'il emprunte son matériel vidéo et son logiciel de montage. Blaine avait prévu d'emprunter le matériel vidéo de Brian. Donc, quand Brian s'est retiré du projet, Blaine ne pouvait plus compter sur ce matériel. Il a dû tout acheter lui-même, ce qui a engendré beaucoup plus de frais que ce qu'il avait initialement prévu. Blaine finit par être convoqué par la police. Il dit aux enquêteurs qu'il était dévasté par ce meurtre. Même si Randy et lui étaient en désaccord quant à la participation de Brian au film, il comprenait qu'elle pensait avant tout à sa santé et il ne lui en voulait pas du tout. Les enquêteurs finissent par lui demander où il était le 10 janvier au soir. Blaine leur répond qu'il avait un rencard. Il leur a dit que quand il est parti de chez lui, il était environ 19h30. Il a croisé des amis à lui devant son immeuble. D'après le rapport d'autopsie, l'heure de la mort est estimée entre 19h20 et 19h45. Le propriétaire et ami de Blaine confirme l'avoir vu à 19h15 devant son immeuble. Il s'en rappelle très bien, parce qu'après avoir quitté l'immeuble, il était en route pour Philadelphie et il a appelé son ami avec son téléphone portable pour la prévenir de son arrivée. Donc, si 2 témoins déclarent l'avoir vu à 19h30, il n'aurait pas pu commettre un meurtre de l'autre côté de la ville entre 19h25 et 19h45. Les enquêteurs passent à la vitesse supérieure. Ils suspectent Brian et Blaine. Une chaîne de télévision locale reçoit une lettre signée par le tueur de Randy Trimble. Et la lettre a été écrite avec une étiqueteuse. J'ai tué Randy Trimble. Ces bons à rien de la police locale ne m'ont toujours pas trouvé. Il donne des détails sur la scène de crime que seul le meurtrier connaîtrait. Il nargue la police. Vous ne me trouverez jamais. Et il signe sa lettre « Soldat ». L'affaire prend un tournant très étrange. On a maintenant un meurtrier dans la nature qui a déjà tué et qui nargue la police. C'est un moyen de déstabiliser l'enquête, d'orienter les enquêteurs sur une fausse piste. Mais ça peut être aussi le coupable qui essaye de dissiper les soupçons. En fin de compte, le bureau du procureur pense que cette lettre a été envoyée par Brian ou par Blaine. En parallèle, la police scientifique est en train de fouiller les ordinateurs de Brian et sur l'un d'eux, la police fait une découverte majeure. La police trouve sur l'ordinateur de Brian un guide avec le titre « Tueur à gages ». Ce guide explique en détail comment tuer quelqu'un ou faire tuer quelqu'un sans se faire prendre. Ce guide a été envoyé par mail à Blaine Norris peu de temps avant le meurtre. Mais ce ne sont que des preuves indirectes. La police a besoin d'un aveu. Il convoque donc Brian pour en parler. Brian est à nouveau interrogé par la police et les enquêteurs énumèrent une par une toutes les incohérences qui sont sorties de sa bouche depuis le début de l'enquête. Un des enquêteurs regarde Brian et lui dit « Vous n'avez pas tué votre femme ». Brian lui répond que non, il ne l'a pas tuée. L'enquêteur continue et lui dit « Mais vous savez qui l'a tuée ». Brian répond « Oui ». Blaine Norris. Brian explique en détail aux enquêteurs le plan qu'ils ont échafaudé pour tuer son épouse Randy et leur écrit une lettre d'aveu de 81 pages.
Il explique qu'il se plaignait de sa femme, qu'elle ne lui laissait rien faire, comme par exemple travailler sur le film. Brian voulait quitter Randy, mais il ne voulait pas la faire souffrir et lui faire subir un divorce. Il en a parlé longuement avec Blaine pendant une de leurs sessions de Donjons et Dragons. Blaine s'est calmement tourné vers Brian en lui disant qu'il n'avait qu'à la tuer. Blaine devient donc cette sorte de tueur à gages pour Brian, chargé de commettre ce meurtre. En contrepartie, il devait récupérer $20 000 de son assurance vie. Ce qui tombe à pic, parce que Blaine a justement besoin de $20 000 pour rembourser les dettes sur sa carte de crédit et finir son film. Blaine en voulait à Randy d'avoir obligé Brian à abandonner le film. Son film était toute sa vie. Bien que les enquêteurs aient beaucoup d'éléments à charge contre Blaine, il avait toujours un alibi pour le soir du meurtre. Son propriétaire l'aurait vu à 19h30 devant son immeuble ce soir-là, ce qui correspond à l'heure présumée du meurtre. La police obtient les relevés téléphoniques du propriétaire. Quand il passe son fameux coup de fil à son ami pour la prévenir de son arrivée, il est 20h32. Une heure après l'heure estimée par le propriétaire. Désormais, il est tout à fait possible que Blaine Norris se soit rendu chez les Trimble, ait tué Randy, ait mis en scène un cambriolage et soit rentré chez lui à 20h15 quand il a croisé son propriétaire. Les enquêteurs envahissent les lieux. Ils retrouvent un mur recouvert d'armements médiéval, des livres sur comment dissimuler des traces ADN, une collection d'armes à feu, des fusils, des couteaux de chasse et des livres sur les tueurs à gages. Mais c'est dans la voiture de Blaine que la police trouve l'élément le plus compromettant. Les enquêteurs retrouvent un ticket de caisse d'un supermarché de Lancaster. Le ticket de caisse est daté 24 heures avant la mort tragique de Randy Trimble. Blaine Norris a acheté une boîte de gants en plastique, des gants de protection, un sweat à capuche, un pantalon, tout le nécessaire pour commettre un meurtre. Le médecin légiste a déterminé que l'arme du crime était un couteau de 15 cm de long. La police retourne au supermarché avec le numéro de carte de crédit de Blaine et découvre qu'elle a été utilisée pour acheter un couteau de 15 cm. Je suis réveillée par un appel et le type au bout du fil me dit qu'il travaille pour Harrisburg Patriot News et qu'il aimerait s'entretenir avec moi concernant l'arrestation de Blaine Norris et le meurtre de Randy Trimble. Je lui ai répondu « Pardon? Il est coupable ?» Ça m'a détruite. J'arrivais pas à croire qu'un de mes amis était capable de ça. On a tous aveuglément suivi cet homme. Aveuglément. Voilà le plan. On était derrière lui, en randonnion, alors qu'il nous menait droit en enfer. Ok, on reprend. On faisait tout ce qu'il nous disait de faire. Ah, bordel! Attention! Il avait une vision et on allait en faire une réalité. En travaillant sur cette affaire, j'ai remarqué un détail plus que morbide. Si vous regardez comment chaque personnage meurt dans son film et que vous comparez ça avec ce qu'il a infligé à Randy Trimble, je peux affirmer qu'inconsciemment,
Il a reproduit au moins 3 des 5 scénarios qu'il avait imaginés pour tuer quelqu'un. Blaine voulait devenir célèbre et il se fichait bien de comment il arriverait à ses fins. Et aujourd'hui, il est connu comme un meurtrier. Quand les enquêteurs ont saisi l'ordinateur de Blaine, au moment de la perquisition de son appartement, ils ont retrouvé un fichier avec un emploi du temps dans lequel Blaine avait écrit un alibi. Il a marqué tous les endroits où il était et ce qu'il y faisait le 10 janvier, le jour du meurtre. Il y avait tout et n'importe quoi. Il est allé courir au bord de l'eau, il est rentré, il s'est douché, il a regardé un film porno, il s'est masturbé. Il a tout répertorié en détail, avec toutes les heures. Les enquêteurs ont pu utiliser ce fichier comme une sorte d'aveu de culpabilité. C'est le terme qu'ils ont utilisé. Pourquoi quelqu'un écrirait son emploi du temps sur son ordinateur pour avoir un alibi avant même que la police ne lui en demande un? Et il a aussi écrit un faux contre-interrogatoire pour lui et ses amis, au cas où l'affaire irait jusqu'au procès. C'étaient les potentielles questions qu'il imaginait le procureur lui poser et les réponses qu'il donnerait à chacune d'elles. Il a tout scripté comme un film. Blaine a écrit à l'équipe de tournage, à sa famille et à ses amis. Si vous lisez ceci, je suis soit mort, soit condamné à perpétuité. Dans ses lettres, il leur dit qu'il n'a pas tué Randy Trimble. Il leur demande aussi de finir le film et d'organiser une seule et unique projection. Il ne voulait pas que le film soit enterré. Il ajoute que s'il est reconnu coupable du meurtre et que le mobile retenu avait un rapport avec le film, ce serait finalement un incroyable coup de pub. D'un côté, il y a la famille de Randy Trimble qui doit essayer de faire son deuil et tourner la page. Et de l'autre, il y a l'équipe de tournage. On fera toujours partie de cette affaire parce qu'il l'a tué et il nous a filmés. Il nous a tous traumatisés. Cette affaire nous suit encore aujourd'hui. On ne peut pas s'en défaire. Je déteste que mon nom soit associé au sien. Presque aussitôt, juste après l'arrestation de Blaine, je devais affronter ça d'une manière ou d'une autre. Et j'ai voulu documenter ça. Ce qui avait commencé pour moi par un film d'horreur s'est finalement transformé en un documentaire sur un meurtre sordide. Je trouve ça tellement aberrant, tellement infâme et plus que répugnant qu'il ait ôté une vie humaine. J'ai vécu presque la moitié de ma vie avec cette histoire. Ça me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Aucun doute là-dessus.